Direction la Lune, les visages des 4 astronautes qui embarqueront dans la prochaine mission Artemis 2 ont été dévoilés par la NASA ce lundi. 3 Américains, un Canadien décolleront vers la Lune en novembre 2024. Au commandement, Reed Wiseman, un Américain, avec lui Victor Glover et Christina Hancock-Koch, qui ont, eux, déjà volé dans l'espace. À leur côté, Jeremy Hansen, le Canadien, dont ce sera le tout premier vol. Alors la mission, elle doit durer une dizaine de jours. Les 4 astronautes voyageront avec la fusée SLS de la NASA. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à Lune sans y atterrir depuis la dernière mission Apollo en 1972. Les 4 ont été d'ailleurs félicités lors d'un appel dimanche par le président Joe Biden, a fait savoir la Maison-Blanche. Autre actualité, changement de direction chez Ariane Group. On l'apprenait en fin de semaine dernière, André Hubert-Roussel, à la tête d'Ariane Group, est remercié. La conséquence directe du retard de 3 ans de la mise en service d'Ariane 6, assure la presse, mais officiellement aucune cause n'a été véritablement dévoilée. Mardi, cependant, le conseil d'administration a révélé le nom de son successeur. Il s'agit de Martin Sion. Jusqu'alors directeur de la section électronique et défense de Safran, il aura pour mission de mener évidemment à bien ce programme Ariane 6 qui doit envoyer une fusée européenne dans l'espace d'ici 2023. 152 millions d'euros, c'est la somme mirobolante levée par Isar Aerospace. Créée en 2018, la start-up ambitionne de construire un lanceur privé capable de mettre des satellites en orbite basse à 500 km précisément. Son modèle industriel fortement internalisé, sa capacité à produire vite et à bas coût, et ses tirs prévus depuis Kourou comme depuis la base spatiale d'Andoya en Norvège la positionne déjà et continue de qualifier cette position d'acteur redoutable du New Space. Autre actualité, justement pour se mesurer et peut-être à ces acteurs émergents, les opérateurs satellitaires SES et Intelsat se disent prêts à fusionner. Des rumeurs couraient, elles sont aujourd'hui confirmées. Les 2 opérateurs de satellites historiques sont en négociation en vue d'un possible rapprochement. Ils doivent faire face à la concurrence de ces nouvelles constellations de satellites opérées par des acteurs du New Space comme Starlink ou OneWeb. Selon l'agence Bloomberg, si l'opération se réalisée, elle donnerait naissance à un groupe valorisé à une dizaine de milliards de dollars. Un moyen de résister, justement, Virgin Orbit n'en a pas trouvé. L'opérateur de lancements spatiaux a annoncé la cessation de ses activités pour une durée indéterminée et le licenciement de la quasi-totalité de ses employés. Difficile de trouver des financements pour l'acteur spatial qui a choisi comme mode de lancement de ses fusées un avion porteur. L'année avait déjà très mal commencé pour Virgin Orbit, il faut le dire, qui n'avait pas réussi à envoyer en orbite ce qui aurait dû être le tout premier lancement depuis le sol britannique en partenariat avec l'agence spatiale britannique. Dernière actualité, c'est celle de votre Colactu, toujours sur les lanceurs, au cœur de cette actualité, puisque l'Agence spatiale européenne a publié fin de semaine dernière le rapport Révolution Space, sur lequel travaillaient des experts indépendants depuis déjà plus d'1 an. Les conclusions de ce rapport sont claires. Pour tenir sa position de puissance spatiale et fédérer les acteurs industriels comme le public, l'Europe doit se munir d'ici à 2030 d'un accès à l'espace complet, y compris d'une capsule habitée. François Leproux, ingénieur en mécanique spatiale et auteur notamment du livre Une ambition en héritage qui portait sur ce sujet de vol habité avec à l'époque le projet Hermès qui n'a jamais abouti, est avec nous en direct pour commenter cette actualité. François Leproux, bonjour. Alors d'abord, ce rapport, ce n'est pas une surprise pour les acteurs du spatial, il était attendu, mais est-ce que ces conclusions sont à la hauteur des attentes ? Bonjour. Alors effectivement, ce rapport, il était attendu depuis plus d'1 an, après le sommet spatial de Toulouse. On s'attendait à l'époque à ce qu'il y ait une annonce sur le vol habité européen, d'autant plus que la France, qui portait ce projet, était en position de force avec la présidence française à l'Union européenne. Mais une autre voie a été choisie, c'est-à-dire de justifier quelque part de
le vol habité européen par un rapport qui serait établi par des gens qui ne sont pas issus du secteur spatial. On le sait, le vol habité, c'est quelque chose qui est réclamé par les dirigeants des grandes agences spatiales et des grands industriels, aussi bien l'ESA, le CNES qu'Ariane Group. Et ce rapport visait davantage à fournir une justification auprès des politiques. Alors, les conclusions, vous l'avez dit, elles sont assez claires. Pour maintenir son rang, l'Europe doit développer une stratégie spatiale beaucoup plus ambitieuse et indépendante dans le domaine de l'accès à l'espace, aussi bien des lanceurs de satellites que des vols habités, dans le domaine des télécommunications, des missions d'exploration, là encore robotique comme humaine, etc. Donc ces conclusions, elles sont cohérentes avec des attentes, notamment des industriels, alors que depuis 2 ans, on voit bien l'Europe spatiale est dans une phase très difficile, avec des retards concernant les lanceurs, mais également des annulations de missions comme ExoMars. On pourrait même dire que le rapport est parfois trop ambitieux, en proposant notamment une mission lunaire européenne habitée, mais comme le dit l'adage, il faut parfois savoir viser la Lune pour accéder aux étoiles. Alors justement, vous devancez ma prochaine question. On parle d'un rapport, on parle d'un constat. Le besoin urgent de se doter de capacités souveraines de vol habité. Vous parlez, vous, déjà des premiers jalons qui sont posés dans ce rapport, ce qui veut dire que l'Agence spatiale européenne serait proactive sur ce sujet-là ? Oui, alors en fait, ce rapport, il ne définit pas vraiment des propositions, mais davantage des grandes lignes directrices. Les experts ne sont pas issus du milieu, ils proposent des grandes lignes directrices, transformer l'écosystème spatial européen en réformant des processus comme le retour géographique, qui sont jugés trop lourds et peu compétitifs, privilégier les coopérations avec le secteur privé en s'inspirant davantage de la NASA, augmenter les investissements publics, etc. D'après ce rapport, ces lignes doivent être tracées dès aujourd'hui pour converger vers des grands objectifs pour 2030, la maîtrise du vol habité, une mission européenne vers la Lune, mais également imposer des entreprises européennes sur le marché spatial mondial à hauteur d'un tiers, en affirmant l'Europe comme un leader. En fait, en filigrane, on peut voir que ce rapport, ce sont les ambitions de l'Agence spatiale européenne qui sont formulées autrement, et l'objectif, c'est quelque part de faire pression sur les États membres qui financent l'agence afin de donner à l'agence des moyens nécessaires pour réaliser ses ambitions. C'est vrai qu'il faut le préciser. Alors, ce rapport, il ne traduit pas directement la volonté collective de l'Agence spatiale européenne, mais plutôt l'analyse d'acteurs indépendants. C'est-à-dire que, est-ce que dans ce rapport, on trouve finalement une confirmation de l'Agence spatiale européenne ? Dans quelle mesure cela représente son engagement à elle ? Alors, ce n'est pas directement l'engagement de l'Agence spatiale européenne, mais ce rapport, dès sa publication, était largement relayé, alors d'une part par, les plus hauts dirigeants de l'Agence spatiale européenne, notamment son directeur général, Joseph H. Bacher, qui, on le voit depuis 2 ans, s'est affirmé comme le champion de l'idée du vol spatial habité européen, mais également par la nouvelle promotion des astronautes européens, tels que Sophie Adno. Évidemment, essentiellement ce qui concerne le volet du vol habité de ce rapport. Quelque part, l'objectif de ce rapport, c'est de marteler le souhait qui a été affiché par le directeur général de l'ESA il y a plus d'1 an, mais également par le président du CNES. Alors, ce qu'il faut également rappeler, c'est que quand ce rapport a été commandé, c'était en février 2022, le contexte était assez différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était juste avant la guerre en Ukraine, c'était avant la crise énergétique, c'était avant l'inflation, c'était au temps des vaches grasses promises par les plans de relance européens. Donc il est vrai que le contexte était différent et permettait davantage de rêver à des auditions aussi importantes. Quelle a été la réaction du secteur globalement après la révélation de ce rapport ces derniers jours ? Alors un certain nombre d'acteurs ont pu relayer ce rapport car il était cohérent avec leurs conclusions. Alors comme je l'ai dit, c'est le cas par exemple des dirigeants de l'ESA, du CNES, de la nouvelle promotion des astronautes. Oui, mais au-delà des acteurs institutionnels. Tout à fait. On pouvait s'attendre à une réaction plus importante des industriels, notamment d'Ariane Group, qui depuis septembre, quelque part, mène l'idée d'un projet de vol habité européen avec son concept de navette spatiale SUSI. Cependant, comme vous l'avez rappelé avec les actualités, depuis une semaine, Ariane Group est dans une transition avec un changement de direction.
Et on le voit bien, Ariane Group va devoir se focaliser dans les prochains mois davantage sur la mise en service d'Ariane 6 que sur l'idée du vol habité. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu autant de réactions que l'on pouvait espérer. Merci beaucoup François Leproux d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet d'actualité. Nous en reparlerons dans cette émission. Évidemment, la question du vol habité européen est cruciale pour le développement du secteur spatial. On enchaîne cependant avec notre Space Talk, direction Jupiter. C'est parti.